Hello Laurent. Oui, Oui, tu vas je suis bien? là. Eh bien, parfait, parfait. Merci beaucoup, merci d'être là pour ce Twitter Space Ambition IA, où on a envie de parler un petit peu de l'IA générative en France, en Europe, un petit peu de ce qui se passe au niveau juridique, mais aussi sur les startups, le paysage français. Et donc, ben, on a pas mal d'invités. Donc, merci beaucoup à Laurent Alexandre d'être parmi nous. Et dans les participants, je vois aussi Brival d'Argile, Ilyes de la revue IA, Vincent qui est là aussi, c'est super intéressant. Et on va faire un petit échange avec Laurent sur différents sujets. On prendra aussi des questions par rapport à différents à nos invités. Voilà. Peut-être, Laurent, en introduction, je ne sais pas si tu as vu, mais ça avance beaucoup en ce moment du côté de l'AI Act. À la Commission européenne, là, il y a eu, ils ont signé des choses, et l'AI Act, en fait, commence à devenir une réalité avec beaucoup de choses qui sont demandées aux startups de l'intelligence artificielle et de l'IA générative, notamment sur la provenance des données, le fait d'identifier les images si elles sont si ce sont des deepfakes ou si ce sont des données, des images fausses. Est-ce que tu as vu un petit peu ces avancées sur les hacks, Laurent? Oui, bien sûr. Alors, on n'a pas le texte définitif et il y a encore un dialogue entre la Commission, le Parlement, le Conseil qui va avoir lieu dans les mois qui viennent. Globalement, le texte va être relativement restrictif et il va y avoir une limitation de la liberté d'action des acteurs européens, comme on pouvait l'attendre. On est dans une logique qui est comparable avec ce qui s'est fait avec le RGPD. Tout à fait. Le RGPD va être repris dans pas mal de pays et aux États-Unis, petit bout par petit bout, une législation proche va finir par apparaître. Mais le RGPD étant arrivé plus tôt en Europe, il a gêné le développement des startups et des acteurs européens en limitant le développement des premiers réseaux de neurones qui, comme tu le sais, sont data-driven et nécessitent beaucoup de données, ce qui était plus compliqué à faire en Europe qu'aux États-Unis. On va Mm. avoir un mécanisme de même nature. Globalement, le fait que l'AI soit plus restrictif que ce qui existe ailleurs va limiter la liberté des acteurs et on peut penser que l'Europe va conserver son retard en matière d'IA générative et ça peut gêner des startups brillantes comme Argile, Bien qui est sûr, développé par Brival, le programme, et Laudis, qui tout sont à fait. présents d'ailleurs, qui sont présents là. Donc, Ouais. aujourd'hui, on est en train, à mon avis, de reproduire une partie des erreurs qu'on a fait sur le RGPD. Ça ne va pas empêcher complètement le développement des IA génératives en Europe, mais ça va freiner la croissance des acteurs européens, Ouais. sachant qu'il n'y a pas de gros acteurs européens capables de faire du lobbying pour défendre l'IA générative et pour limiter les effets toxiques de l'AI Act, alors qu'aux Oui. États-Unis, il y a un lobby très fort venant des GAFAM et de leur environnement. Ouais, tout à fait, Laurent. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit peu peur. On a vu ce lobby déjà se créer, se mettre en place aux États-Unis, hein, à la Maison-Blanche, au Congrès. Ce qui fait peur aussi, c'est un petit peu, moi j'ai observé une forme de dumping au niveau du UK là-dessus, de manière très, très claire, très nette, hein, en disant qu'il ne voulait pas réguler sur le sujet pour ne surtout pas stopper l'innovation. Et c'est vrai que là, on a l'impression d'être un petit peu les champions de la régulation avec euh, un acte qui a commencé en 2021 alors que dans un paysage très différent et qui entrera en application en 2025 et on ne sait pas trop où on en sera à ce moment-là non plus quoi. Enfin, il y a une responsabilité des acteurs, hein. Les Mmh. acteurs européens, les acteurs européens ne bougent pas. Mais il faut dire qu'ils sont petits, qu'ils n'ont pas de quoi se payer des lobbyistes comme les GAFAM peuvent le faire. Euh, Globalement, l'écosystème est très silencieux. Ouais. L'écosystème tech n'ose pas attaquer l'Union, n'ose pas faire de lobbying à Bruxelles. Et il faut dire que la Commission est un endroit
qui n'est pas technophobe, mais où il n'y a pas beaucoup de technophiles. Et le Oui, Parlement européen est profondément décroissantiste, profondément miné par des courants anti-technologie très ouais. profonds, venant notamment de la gauche écologique, qui sont opposés à l'intelligence artificielle, également parce qu'ils ont peur que l'intelligence artificielle favorise la croissance économique et rompe avec la doxa décroissantiste qui est devenue le cœur du raisonnement de la gauche européenne et notamment de la gauche présente au Parlement européen. Oui, ouais. Oui, donc bah, ça fait un peu peur. Je te disais, j'ai vu ce matin un graphe sur la capitalisation boursière des géants de la tech américaine, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, depuis le 30 novembre 2022, donc le lancement de ChatGPT, c'est quand même hein, plus 50% de capitalisation boursière. Donc on a l'impression en fait que ces géants américains ils en profitent énormément en fait de l'intelligence artificielle là, en ce moment. Oui, bien sûr. Il y a un effet, il y a un effet de bulle, Ouais, comme d'habitude, dont on ne sait pas du tout comment il va se finir, parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune idée de l'évolution de l'IA générative. Et il y a trois scénarios. Le premier scénario, c'est que l'IA générative progresse, mais qu'il y ait un plafond de verre avant l'intelligence artificielle générale, l'AGI. Le deuxième scénario, on va vers l'AGI, comme le pense Assabis, comme le pensent pas mal d'acteurs du secteur, ouais, on y est entre 1000 et 2000 jours d'aujourd'hui. Puis le troisième scénario, c'est le scénario développé par Sam Altman et qu'il a écrit sur son blog ouais. il y a un mois. On va à l'horizon d'une décennie vers cette fois-ci non plus l'intelligence artificielle générale, mais la superintelligence. Aujourd'hui, personne n'est capable de mettre une probabilité sur ces trois scénarios et la valeur des entreprises d'intelligence artificielle générative dépend énormément du scénario qui marche. Si l'IA progresse mais est incapable d'arriver à l'AGI, les valos les valos actuels ne tiendront pas et on est dans une bulle. Si on va vers les GI, voire la superintelligence, pour reprendre le scénario de Sam Altman, à ce moment-là, les valos actuels sont tout à fait raisonnables et elles sont même en dessous. Même en dessous de ce qu'elles seront plus tard, parce que on peut imaginer ce que vaudrait une entreprise possédant une intelligence artificielle générale Bien sûr. dans un petit club limité des AGI. Ouais, Ces entreprises pourraient valoir entre 10 000 et 100 000 milliards de dollars chacune, si c'est un petit club limité. Elles pourraient valoir extrêmement cher, avoir des développements pour compte propre, rentrer dans le marché de la finance, rentrer dans le monde du médicament par la découverte de nouveaux traitements, etc. bien Donc sûr. c'est vrai que aujourd'hui le marché est aveugle, le marché est dans un vrai brouillard numérique en termes de valo, parce que le marché ne sait pas jusqu'où l'IA générative va aller. Et s'il y a un plafond de verre proche, les valos sont excessives. Si Mhm. on dépasse rapidement, en quelques années, les GI, les valos sont en dessous de ce que cela mériterait, parce que les Ouais. GI va entraîner une extrêmement forte rentabilité des quelques acteurs qui les posséderont. Ah ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Euh, j'aimerais, on va donner la parole tout à l'heure, Laurent, aussi à nos participants un petit peu pour échanger. C'est ça qui est intéressant sur le Twitter Space. J'aimerais juste évoquer la levée de fonds qui a fait beaucoup parler la semaine dernière, il y a 10 jours. C'était la levée de fonds de Mistral qui a levé plus de 100 millions de dollars, une start-up française. Donc avec qui est donc qui est lancé par des chercheurs hyper brillants issus de DeepMind, de Meta, Faire, une équipe aussi qui vient de Alan, Cédric O aussi, un projet quand même hyper ambitieux au niveau français, qui veut aussi se positionner un petit peu contre ce qui s'est fait pour l'instant dans l'oligopole de l'AI et des GAFAM en disruptant un marché à partir de l'Europe avec une approche un peu plus open source, plus sur la privacy, le respect de la vie privée des données. Comment tu as vu cette opération, toi, Laurent, sur Mistral?
Alors, je connais un petit peu l'équipe parce que Arthur Mensch, le fondateur de Mistral, c'est mon neveu, et qui est Ok. qui est un chercheur absolument remarquable et qui est entouré de très très bons chercheurs, notamment venant de Meta, et puis avec l'aide On de parle du top 50 des chercheurs dans le oui, monde, oui, hein. oui, d'extraordinaires chercheurs, Mm. avec Cédrico, l'ancien ministre, et puis Jean-Charles Samuelian, qui Ouais, est un entrepreneur absolument extraordinaire, qui est le cofondateur d'Alan bien sûr. en back office. Donc, c'est une équipe absolument remarquable. Pour que ce type Mhm. de start-up se développe, il faut que les AI Act soient raisonnables, il faut que l'écosystème européen grossisse, parce que c'est compliqué de faire pousser une fleur sur un tas de charbon. Il faut qu'il y ait un écosystème à la fois financier et puis entrepreneurial plus vaste. La Silicon Valley se développe Ouais, parce que c'est un écosystème considérable avec ouais. énormément de briques, énormément de moyens, des VC puissants, capables de faire des tours de financement en milliards de dollars. Ce que nous n'avons pas encore en Europe. Donc c'est un signe très encourageant, la levée de fonds record Ouais. de Mistral, avec une équipe formidable. Il faut que l'écosystème soit plus gros pour que des boîtes comme Mistral puissent demain avoir la taille des géants, parce que le marché est très encombré, le marché est difficile. Oui. Donc il faut que toutes les fées se penchent sur le berceau pour que derrière nous puissions créer à partir de l'écosystème européen naissant, les GAFAM de 2035. Il va falloir Ouais. beaucoup d'efforts et beaucoup de soutien de la part de la part de l'État et des institutions de l'Union européenne pour permettre à ce type d'initiative de fabriquer des GAFAM. Tout à fait d'accord, Laurent. Après, dans tous les cas, comme tu l'as dit, mais super nouvelle, et j'espère que ça permettra aussi de familiariser un petit peu nos dirigeants à ce sujet, de par la proximité notamment avec Cédric O, la visibilité de l'équipe, et peut-être essayer de peser sur les Act aussi, tout ce qui est la régulation, et pousser vers un investissement massif, en tout cas français, dans le secteur. Oui, oui, bien sûr. Mm. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une période de bulle. Ouais, Donc, ça va être très, très, très compliqué. Il va y avoir plein de startups qui vont devoir pivoter. Trouver un business model ne va pas être simple. Il va falloir être très bon pour. Je ne parle pas de Mistral, là, hein, je parle de ouais, l'écosystème général. Il va falloir être très bon pour survivre, hein. Dans le Financial Times, il y avait un papier du spécialiste de la tech la semaine dernière qui expliquait que rien que la semaine passée, le journaliste, il expliquait ouais. qu'il avait vu 3 startups qui avaient dû complètement pivoter à cause des développements sur les LLM. C'est-à-dire que Ouais. les business qu'ils avaient développés n'avaient plus aucun sens. Il y a des acteurs qui faisaient mieux. Il y avait des mythes Oui, pour, pour leur technologie. bien sûr. Et ils avaient dû en catastrophe pivoter. Donc Ah, on va voir plein de difficultés. Je disais, il faut faire attention, les entreprises ne doivent pas trop souvent pivoter, parce qu'on a vu comment en 2000, quand les entreprises pivotaient trop souvent, quand les startups, elles finissaient par mourir et elles finissaient par devenir folles parce qu'elles changeaient trop souvent de business model. Dans les périodes d'effervescence technologique, c'est un vrai risque de pivoter sans arrêt et de ne pas arriver à stabiliser un business model. oui, oui, tout à fait, Laurent, tu as raison. Je voulais donner la parole. Commençons à faire monter un petit peu les gens, Laurent, pour que ça soit participatif et intéressant, justement. C'est Laodis dont tu viens de parler. On adore tous les deux, je pense, la startup Argile. Euh, Laodis, je voulais savoir si tu avais peut-être quelques sujets dont tu voulais nous parler, de cet écosystème français, euh, ou alors par rapport à l'AI Act. Comment tu vois les choses? Et cette levée de Mistral aussi. Ouais, bah écoute, salut Laurent, vous m'entendez bien? Oui, très Ouais, bien, très bien. salut, ça fait plaisir de vous entendre tous discuter effectivement dans ce petit monde. Non, écoute, bah nous, comment on navigue les choses, on pense qu'il y a une option sur les Act d'abord, il y a une optionnalité comme tout le monde, je pense, que les US soient l'endroit où le futur de la boîte se passe si on est trop contraint en Europe. Néanmoins, bah, on a Mhm. des boîtes comme Dust qui font le choix et qui sont pas mal appuyées
aussi en France de rester là. On a des représentants à l'international, je pense notamment à Clem Delangue qui a fait un petit speech là à l'Assemblée nationale américaine, au Sénat pour parler un peu de l'AI et qui du coup aussi, euh, je pense, donne un peu de rayonnement international à la France et pourrait peser pour les régulateurs dans le sens de pas trop réguler et de l'aspect compétitif. Donc nous, je pense, et d'ailleurs n'importe quelle startup qui entreprend dans l'AI aujourd'hui, c'est qu'on entreprend un peu sur des sables mouvants à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau de la régulation, mais au niveau de ce qu'on appelle les incumbents, c'est-à-dire les grosses boîtes actuelles qui ont la possibilité de sortir des nouvelles tech, qui parfois vont aller complètement dans notre sens. Nous, typiquement, on est assez agnostique sur les AI qu'on utilise pour permettre aux utilisateurs d'utiliser notre plateforme. Donc des fois, on a des très gros gains. Le meilleur exemple, c'est que là, aujourd'hui, on a une Ouais. AI d'image comme Stability qui va sortir une nouvelle version demain qui est hyper performante. Et du coup, bah, nous, du point de vue de nos clients, nos utilisateurs, la valeur de ce qu'on fait augmente massivement. Et à l'inverse, des fois, on a forcément le risque que certains players, comme ChatGPT notamment, qui prend vraiment une position product-driven, ou en tout cas qui essaie de faire un produit assez consumer, puissent tuer ou rendre obsolètes certaines de nos fonctionnalités qu'on aurait décidé de développer. Donc c'est un peu toujours ça la complexité. Typiquement, on est en train de réfléchir à ajouter nous une option de pouvoir discuter avec des documents sur notre plateforme, ce qui est super puissant. Ouais. Mais on sait aussi que ChatGPT a peut-être prévu de le sortir dans les prochaines semaines. Alors c'est très flou, on n'a pas forcément l'info. Donc tout Mmh. ça et voilà. Nous le maître mot c'est l'adaptabilité quoi. Adaptabilité dont vous faites preuve depuis le début d'ailleurs. Enfin, profitons-en aussi. Lodi, je crois que vous avez passé la barre des 10 000 inscrits aussi quand même sur Argile. Ouais, bah écoute, on est assez content. Après, on garde la tête froide. On sait que il y a beaucoup de curieux aujourd'hui dans l'écosystème, et du coup, notre travail de fond reste de trouver des utilisateurs qui nous payent pour des cas d'usage qui sont assez importants. Mais oui, chaque petit succès se célèbre. Donc, merci de le souligner, Nico. Ouais, super. Euh, je ne sais pas si Vincent est disponible aussi parmi nous. Euh, et Vincent, est-ce que tu nous entends? Et sinon, un des sujets dont je voulais parler aussi un petit peu, c'était la question du copyright. Laurent, Laodice, comment est-ce que vous voyez le copyright en ce moment sur ces LLM? C'est un sujet. Là, il y a Adobe qui vient de faire une annonce intéressante, c'est que sur leur modèle Firefly, en tout cas, ils sont engagés à payer tous les frais juridiques de personnes qui seraient attaquées pour avoir utilisé leur outil Firefly. Euh, donc ça a fait quand même un petit peu réagir, mais ça semble donc compliqué quand même ce copyright avec un bureau US du copyright qui a pas, dont les dernières lois datent de 1976 grosso modo, et des lois qui sont plus du tout adaptées donc aux outils actuels en fait. Bah, on va très probablement avoir une période d'attente assez lente avant que la jurisprudence aux États-Unis tranche. Ce sont des sujets qui finissent en général à la Cour suprême. Et la Cour suprême met des années avant de statuer avant des sujets comme ça, parce que la tradition américaine, c'est pas la tradition européenne de réguler au départ, c'est de laisser décanter les contentieux entre acteurs privés, de laisser décanter la réflexion des think tanks, des États fédérés, la réflexion des universitaires sur le sujet, et puis de prendre une décision et d'imposer une jurisprudence fédérale au niveau de la jurisprudence, au niveau de la Cour suprême des États-Unis à la fin. Parfois, ça a des conséquences importantes sur les business models. Comme je discutais avec toi tout à l'heure en Ouais. privé, il y a plus de 20 ans, la Cour suprême des États-Unis a décidé, a statué que l'ADN et les gènes découverts par les biotech n'étaient pas brevetables. Il y a eu un effondrement de la valo des biotech à Wall Street, et plein d'entreprises dont le business model était basé sur le copyright d'un gène en particulier qu'ils avaient découvert dans cette période de séquençage de l'ADN entre 90 et puis 2003, eh bien, leurs business models se sont effondrés. On peut avoir des phénomènes de même nature en matière d'IA générative si la juridiction
intervient dans quelques années et est contradictoire avec les business models de certains acteurs, comme elle l'a été en matière de biotech au tournant des années 2000. Donc on va avoir une incertitude importante, surtout liée à la différence entre l'Europe et les États-Unis, où la régulation aux États-Unis est assez souvent le fait de la jurisprudence et notamment de la jurisprudence de la Cour suprême qui intervient très tardivement après le développement des nouveaux business. Ouais, bien sûr. C'est très intéressant de comparer ça en effet sur le copyright. On va voir comment ça se passe sur le business. Je crois que dans l'audience, on a Vincent qui avait une question. Vincent, tu es là ou pas? Ça, Laurent, de ce déplacement du search vers l'assistant personnel, l'intime, pour un utilisateur. Alors, en B2B, il faudrait que le taux d'hallucination baisse un peu pour que l'on Ouais. quitte Google. Oui. On a vu cet avocat américain un peu neuneux qui n'avait pas vérifié la jurisprudence que ChatGPT lui avait donnée. Je crois que c'était GPT-3. Et donc, il a présenté au juge un mémoire avec une jurisprudence totalement inventée qui mettait en cause la partie adverse, mais qui était fausse. Donc, Ouais. avec le taux actuel Et d'hallucination, il vient d'avoir une grosse amende en plus. exactement, il n'y a qu'en B2C qu'on peut envisager le remplacement du search par les LLM. Bien sûr, Euh, bien sûr. en B2B, ça n'est pas possible. Une information médicale donnée par ChatGPT doit être vérifiée parce que là encore, il peut y avoir une hallucination, même si globalement aujourd'hui, en médecine, ChatGPT, quand il n'y a pas de radio à analyser, ni de coupe anatomopathologique analysée, puisque la version multimodale de ChatGPT n'est pas encore commercialisée, même si ChatGPT est excellent en médecine et meilleur que 99% des médecins sur l'analyse d'un dossier diagnostique. Hein. Mais le taux d'hallucination fait que cette qualité n'est pas suffisante pour ne pas vérifier et ne pas aller vers le search. Et l'analyse de base de données pour vérifier les informations qui ont été données par le LLM. Donc aujourd'hui, je crois que ce switch du search vers les LLM, il suppose une baisse du taux d'hallucination, une amélioration encore de la qualité des LLM, mais effectivement, je commence à voir dans mon entourage des gens qui switchent une partie de leur activité Mmh. du search vers les LLM, vers l'IA générative. Moi-même, j'utilise un petit peu moins Google, mais Ouais. c'est pas flagrant dans mon utilisation, c'est marginal aujourd'hui. Je Mmh. vérifie quand même, parce que j'ai peur des hallucinations, j'ai peur de dire des conneries, je vérifie Ouais. quand même toujours ce que me dit ChatGPT en allant sur Google. Récemment, ChatGPT m'a sorti un truc. D'ailleurs, j'étais persuadé que c'était une hallucination. Je suis allé vérifier dans Google, c'était pas une hallucination, c'est juste que je n'étais pas au courant. J'avais zappé un point et ChatGPT avait raison et c'est moi qui avais tort. Mais c'est Google qui m'a rassuré. C'est pas ChatGPT qui m'a rassuré. C'est bien évidemment Google Search. Ah ouais, très bien, très bien. Il y a Vincent qui va nous poser une question, et juste avant, j'ai une question de Pascal, qui est un copain aussi, Pascal Balangré, qui me fait passer une question par texte, Laurent, sur un chat GPT entraîné sur les use cases médicaux. Oui, alors le Quel serait papier ton vient de, point de vue? le papier vient de sortir. Top. Alors, on l'a pas entraîné sur les use cases, hein. C'est ChatGPT directement qui a été interrogé sur les cas cliniques du journal New England Journal of Medicine, hein, qui est le plus grand journal médical au monde avec The Lancet, et qui donne des résultats extrêmement bons. Alors, ce sont des cas cliniques très compliqués, dignes de Dr House, hein, qui, dans chaque numéro du New England, sont présentés aux cliniciens, à l'élite des cliniciens, parce que c'est l'élite des docteurs qui lit New England, et ce sont des cas cliniques très, 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 très difficiles. Il faut beaucoup de temps à un médecin pour retrouver l'origine de la pathologie dans les cas cliniques présentés par New England. Hmm. Eh bien, Ouais. les résultats de GPT-4 sont excellents.
Oui, GPT-4 trouve directement 36% des diagnostics, et ce sont des diagnostics incroyablement compliqués. Et il trouve 64% des diagnostics en diagnostic associé, ce qui est excellent comme performance, hein. Donc on voit que la progression de ChatGPT dans le domaine oui, médical, alors même que ChatGPT n'a pas été entraîné avec des données médicales direct, uniquement, hein, spécifiquement, oui, il y a des données médicales qu'il a glanées sur le web dans son training et qu'il a mis dans ses paramètres, entre guillemets, implicitement, mais il n'a pas été entraîné bien spécifiquement sûr. sur des data médicales, et les performances sont excellentes. On est, à moins qu'il y ait un arrêt des progrès immédiat total des LLM, le basculement sur la qualité diagnostique entre les médecins Mhm. et puis les LLM, il est en cours. Euh, je pense que la totalité des cliniciens mondiaux, des docteurs mondiaux, seront inférieurs à ChatGPT, même dans des domaines spécialisés, dans 2 ans. Ah ouais, ok. Mais c'est normal, hein. Euh, on est aujourd'hui dépassé par la quantité de savoir médical. Le savoir médical double tous les 72 jours. Moi, j'estime que je dois connaître à peu près un millionième du savoir médical. Ouais. À peu près un millionième. Un LLM peut connaître la totalité du savoir médical. Donc, Mhm. on a là un vrai problème de volumétrie. C'est pas uniquement vrai en médecine, Bien mais sûr. l'augmentation explosive du savoir fait qu'il n'est plus possible à un cerveau humain de faire un diagnostic, qu'il s'agisse d'un diagnostic juridique ou d'un Oui. diagnostic médical, tout seul, sans prothèse électronique. Ouais, bien sûr. Super intéressant. Merci, Laurent. Vincent, tu es parmi nous. Tu me disais que tu avais une question. Salut, Vincent. Ouais, salut Nicolas, bonjour Laurent, bonjour à tous et à toutes. Finalement, ChatGPT, là, au niveau médical, c'est en train de devenir le Henri Poincaré du début du siècle, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un des derniers mathématiciens à connaître l'ensemble de l'œuvre des mathématiques début 1900, puisqu'après les branches se sont tellement développées et tellement spécialisées qu'il était impossible de dominer l'intégralité du sujet des mathématiques. Tu m'entends bien, Nicolas? Oui, oui, tout à fait, Vincent. Henri Voilà, Poincaré, donc très bon exemple. voilà, Henri Poincaré. Alors moi, je voulais revenir quelques secondes sur l'AGI parce que c'est un sujet auquel je réfléchis depuis assez longtemps et plutôt comme scientifique. Et je me souviens des prémices de l'écriture d'un livre dès 2015 où je me posais la question à la fois de ce que c'était que l'AGI et qu'est-ce qui pourrait se passer si on avait une intelligence, on va dire, supérieure nettement à l'humain et pour lequel le savoir pouvait se disperser en quelques dizaines d'années, en quelques années ou en quelques jours, hein, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le jour où on sait faire une voiture autonome complètement, bah, en fait, il suffit de copier derrière des disques durs pour avoir 1 million de voitures autonomes globalement du jour au lendemain. Et avoir une voiture autonome du jour au lendemain, ben, il y a des conséquences qui sont importantes. Ça veut dire qu'il y a plus de Uber, il y a moins d'accidents, donc il y a moins de greffes. Ça va toucher Laurent. Il y aura moins besoin de garagistes. J'avais fait le calcul à l'époque, il y avait 4000 chirurgiens orthopédiques, ça en mettrait 30 ou 40% au chômage du jour au lendemain, etc. Et tout à l'heure, je voudrais rebondir sur ce que disait Laurent à propos des valos, etc. Mais le jour où on a une AGI, si on prend aujourd'hui le monde du travail, qui est globalement, par essence, la production de valeur ajoutée, hein, si on enlève le côté intellectuel ou les émotions ou le côté j'essaye de me sentir bien au travail ou j'essaye de m'épanouir dans le travail. En fait, le travail, c'est quoi? C'est la production de valeur ajoutée qui permet une rémunération, que ce soit un salaire, des dividendes, etc. Et ça nous permet quoi? Ça nous permet d'assurer le bas de la pyramide de Maslow. Et le bas de la pyramide de Maslow, globalement, c'est quoi? C'est manger et avoir un toit. Si demain on a une intelligence artificielle supérieure qui est capable, à l'aide de robots, de faire globalement tout ce que font les humains, ça veut dire que demain le problème de l'agriculture il est fait par des robots, le transport des produits de l'agriculture il est fait par des robots, la distribution elle est faite par des robots, donc en fait on n'a plus à s'occuper du problème de manger, si je puis dire, ou de se nourrir. Ça ne devient plus qu'un problème énergétique. Avoir un toit, bah, globalement, c'est pareil, hein, à partir du moment où la construction
de matières premières, l'extraction, la fabrication de l'acier, la fabrication d'une maison, il n'y a plus besoin d'humains. Euh, Tout est fait par des robots. En fait, le bas de la pyramide de Maslow, il est complet. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est que devient l'argent là-dedans? Hmm. Et surtout, quel monde ça dessine? Parce que finalement, la réduction du temps de travail, quelque part, c'est vers une société. Alors, je sais pas, certains ont peur d'une société de l'oisiveté. Moi, je pense qu'on sera plus dans une société de l'émotion, du loisir, des arts, de la compagnie humaine, etc. Ouais. Mais quand j'entends parler de valorisation de sociétés qui domineraient avec leurs AGI, c'est quelque chose qu'en fait je ne comprends pas. Donc si Ouais. Laurent peut redévelopper un petit peu, parce que pour moi, le jour où on a une AGI, en fait, l'argent n'a globalement plus de valeur. Le système de valeurs, après Alors, l'hégémonie, l'abondance, tout à fait. alors, je ne crois pas à la mort de l'argent, parce que l'argent est quand même un système très très simple pour répartir la rareté. Or, il va rester de la rareté. Une maison avec une jolie vue, il y en aura pas un nombril limité, même si on a une HGI. Un appartement parisien sur la Seine, il n'y en aura pas une quantité limitée. C'est pas l'HGI qui va fabriquer des milliards d'appartements avec vue sur la Seine et Notre-Dame à Paris. Donc la rareté va persister et l'argent comme moyen de réguler la rareté va se maintenir. Cela dit, si l'HGI arrivait, et ce serait une énorme surprise par rapport à ce que nous pensions tous il y a un an, puisque personne en réalité, ou quasiment personne, ne pensait que Bien l'HGI sûr. pourrait arriver relativement rapidement, ça aurait des conséquences sociétales et civilisationnelles massives. Si on reprend les deux scénarios que j'ai brossés tout à l'heure rapidement, le premier scénario où l'IA progresse mais sans atteindre l'HGI, c'est un choc schumpeterien comme l'électricité ou la vapeur. Si on atteint les GI, c'est un changement civilisationnel. Et puis, si on atteint la superintelligence décrite par Altman, on a un changement anthropologique cette fois-ci. Donc, oui, les conséquences de l'IA sur la société sont massives. J'ai essayé dans mon dernier bouquin, la guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT, de les décrire, mais c'est très 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 difficile d'imaginer les enchaînements qui vont apparaître à partir de l'arrivée de l'AGI. Donc je pense que l'argent va persister, même si on aurait, du fait de l'AGI, une modification radicale de la structure économique. Et Mais donc je pense qu'il y aura il toujours une viendrait bourse. tout alors? Il y Il aura toujours viendrait une, tout? il y aura toujours une bourse et je pense qu'il y aura toujours des valos d'entreprise et que l'HGI ne va pas s'auto-posséder. Donc je pense que l'HGI va être possédée non pas par elle-même, ce qui serait problématique pour notre autonomie à nous humains, mais qu'elle sera possédée par des entreprises, ce qui est plus sécure que d'avoir une HGI qui s'auto-possède et qui a des ressources financières propres, parce qu'elle pourrait cette fois-ci, comme dans toute bonne dystopie, nous manipuler grâce à l'argent qu'elle pourrait créer de façon quasi illimitée du fait de sa puissance. Hmm. Ouais, super, super intéressant. Très bonne question, Vincent. Et Laurent, je pense qu'on va te poser de plus en plus la question sur ce Mais sujet. Vincent pose une bonne question, bien sûr. Ah, ouais, tout à fait. Merci. J'ai une question super intéressante de Laodice. Une question un petit peu fun, mais Laurent, comment est-ce que tu vois Apple un petit peu se présenter. Comment Apple se situe là sur l'échiquier de l'IA? On a vu le Vision Pro, leur masque incroyable de réalité augmentée à 3500 $. Ce Vision Pro, il n'y a eu quasiment aucune mention de l'intelligence artificielle générative. Oh, il n'y en a eu aucune dans leur conférence. Ils ont juste parlé un tout petit peu de machine learning. On a l'impression que ils se positionnent différemment, de côté. Est-ce que tu penses que on parle d'une nouvelle catégorie, qu'il peut y avoir des synergies? C'est quoi, selon toi, leur stratégie? Alors, si tu lisais mon nouveau bouquin, tu Ah, verrais que je pense que les deux segments vont mhm, se rapprocher, qu'il va y avoir un oui. overlap entre la réalité augmentée, le métaverse et puis les IA génératives. Il y a des points de rapprochement technologiques et d'usage extrêmement forts.
Simplement, la révolution du métaverse, elle est derrière les IA génératives, Oui. alors que Facebook nous avait convaincus que c'était le Oui, contraire. tu m'avais parlé dans notre podcast du plus gros pari absurde en Exa- dizaines de milliards de Exactement. dollars de Mark 100 Zuckerberg. milliards. Mm. Alors, il est peut-être pas absurde, mais en tout cas, il est retardé et Mark Tout à Zuckerberg fait, tout à a fait. reconnu qu'il réorientait de l'argent vers les IA génératives, sur lequel ils avaient une certaine, ils avaient un bon niveau, hein, on le sait bien, en développant des solutions à la limite entre l'open source et les solutions propriétaires, mais ils les ont pas déployées et c'est OpenAI qui les a déployées, on le sait bien. Alors, la position d'Apple sur l'IA, on la connaît. Apple a été un précurseur avec Siri, mais Siri est un produit complètement dégueulasse. Apple s'en est contenté et Apple s'est endormi derrière ses déclarations de protection des consommateurs, de récupération minime des datas, de non-utilisation des datas. Par construction, Apple s'est tiré une balle dans le pied et a pris du retard dans le développement des IA, génératives ou pas, qui sont massivement data-driven. Donc le retard d'Apple, il est devenu caricatural. Siri est vraiment un produit dégueulasse. C'est-à-dire, quand on regarde GPT-4 et Siri, c'est à se pisser de rire dessus, tellement le décalage Ouais. est ridicule. Donc voilà où on en est. Est-ce que Apple va décliner à cause de son immense retard en IA, ou est-ce que Apple va rattraper son retard? Il n'est pas impossible qu'Apple rattrape son retard. Et d'abord, elle a recruté récemment un extraordinaire spécialiste de l'IA, très très bon dans sa réflexion sur l'IA générative, qui est un Français, qui est Armand Joulin, et qui est Ouais. parti chez Apple. C'est un signal fort parce que Joulin est probablement l'un des 5 à 10 meilleurs spécialistes de la réflexion sur le chemin qui part des LLM pour aller jusqu'à l'AGI. Donc, Ouais. la mort, la mort d'Apple n'est pas à l'agenda. Apple a peut-être les ressorts pour rattraper son retard et pour redevenir innovant après s'être endormi sur ses lauriers pourris qu'était Siri. J'ai toujours été fasciné de voir comment Apple pouvait présenter au marché un produit aussi dégueulasse que Siri et prendre un tel risque, même si la mauvaise qualité de son IA était associée d'un discours sur la défense de l'intimité et sur le respect des datas du consommateur. Mais ce discours n'est plus tenable. C'est-à-dire que Siri est juste invraisemblable de nullité et de médiocrité. Tout à fait. Mais tous les gens du space le savent bien. C'est d'ailleurs une contre-publicité extraordinaire. Quand on utilise Oui. ChatGPT, d'utiliser Siri est un choc. Oui. Non, alors moi, j'essaye de contourner ça. J'ai installé une skill qui s'appelle Oracle de lumière, alors, qui est censé te mettre un GPT-3, un GPT 3.5 dans Siri. Mais j'ai pas encore réussi à le faire fonctionner. Laurent, je voulais juste aussi parler un petit peu de se former peut-être aussi sur ces sujets. Il y a Ilyes qui est parmi nous, qui écrit la revue IA depuis plusieurs années, qui est une super revue donc sur Internet. Je trouvais que c'était important. Euh, il faut qu'en fait les Français et les Européens et tout le monde apprennent à se servir de ChatGPT le plus vite possible, le prennent en main et dépassent l'utilisation une fois de temps en temps et juste pour le fun. C'était pas une question. Et je pense que tu es d'accord sur cette formation. Ah ben, Ilyes, Ouais, donc, évidemment, c'est un point crucial. Et ce que fait la revue de l'IA, c'est vraiment formidable. Et alors attends, et Laurent, et d'ailleurs, Ilyes est un grand fan de tes ouvrages. Il adore aussi les exemples que tu donnes. Peut-être on peut rappeler Ilyes, l'exemple que Laurent avait donné sur l'électricité.
Oui, alors je t'ai piqué un exemple qui me passionne, en fait, une métaphore pour comparer un peu la différence entre les gens qui savent utiliser les intelligences artificielles génératives et les gens qui savent pas les utiliser. Tu disais dans un podcast avec Mathieu Stéphanie que c'était comme si au XVIIIe siècle, donc on demandait à des étudiants de composer sans électricité, donc sans lumière, et que dans une salle juste à côté, bah, il y avait des étudiants avec de la lumière, donc forcément les résultats allaient pas du tout être les mêmes. Et donc en fait, moi c'est aussi sur ce point-là. Donc vous avez parlé de la question de la souveraineté et du retard entre guillemets que l'Europe est en train de prendre sur le monde sur les questions d'intelligence artificielle générative. Et moi, en fait, les deux problématiques que j'ai identifiées, alors la première, c'est une problématique sur laquelle on pourra pas rattraper notre retard, c'est celle du hardware. On est trop en retard, on n'a pas de talent, on n'a pas d'usine, on est à côté de la plaque sur ce sujet-là. La deuxième, c'est le sujet de la mentalité en fait et de la capacité de la population en fait à adopter les solutions qui sont proposées. Et sur ce sujet-là, je pense que c'est quand même pas mal de sensibilisation, pas mal un travail en fait de formation qui doit être fait. Et d'ailleurs, c'est sur ce sujet qu'on travaille avec Nicolas et donc Michael Dussolier qui est créateur de contenu aussi et Alexandre, donc le fondateur de la startup Cela Studio. Oui, un projet de formation qu'on vous présentera à tous, qu'on me présentera aussi Laurent, qui s'appelle Passeport IA, pour essayer de faire monter le niveau global sur l'IA. Voilà. Donc, des initiatives qu'il faut prendre, je pense. Eh bien, merci beaucoup Ilyes. Et Laurent, est-ce qu'on prend une dernière question? Oui, bien sûr. Allez. Donc c'est Philippe Oui. que je ne connais pas, mais Philippe, tu es le bienvenu. Bonsoir, monsieur Guillon. Bonsoir, docteur Alexandre. Voilà, moi je pose des questions à ChatGPT 4, hein, c'est bien la version 4, hein, sur l'histoire récente, l'histoire contemporaine. Je lui pose par exemple des questions sur l'opération Northwoods qui prévoyait de faire les attentats à la bombe à Miami pour pouvoir avoir. Alors, je ne sais pas si on entend Philippe. Non, moi, j'ai pas entendu. Moi non plus, j'ai l'impression qu'il a été coupé. Alors, hop. Écoute, on peut prendre une dernière question alors dans ce cas-là. Ouais. Allez, super. Merci Laurent. Et donc c'est Matinus. Alors, ça y est, il arrive. Désolé pour l'attente. Merci à tous d'être là. En tout cas, c'est un plaisir d'échanger sur ces sujets. Matinus? Oui, tout à fait. Par rapport à la discussion concernant Apple, je voulais dire que, en fait, Apple, c'est vrai que, bon, c'est une grosse entreprise qui a les capitaux pour se refaire un peu, même si pas au plus haut niveau, mais aussi elle pourrait utiliser euh, IA qui sont mises à disposition dans le domaine de l'open source par Facebook, qui pour certaines voilà, valent quelque chose comme 90% de GPT-3. Bon, c'est pas complètement ridicule. Donc, bon, ça pourrait être une stratégie pour Apple. Et aussi, je pense que avec le Vision Pro, ils vont un peu sur une stratégie plus, on va dire, non verbale. Voilà. En fait, on va dire, on peut voir deux grosses interfaces qui vont émerger dans le futur. Donc, les interfaces verbales, donc LLM, puisque je pense que les LLM sont plus des interfaces verbales pour communiquer avec les machines, et une interface non verbale avec le Vision Pro qui sera une sorte d'interface neuro, en fait, une interface entre le cerveau et les ordinateurs, plus sur, voilà, mais comme vous avez pu le voir, les gestes, les, euh, euh,
les mouvements des yeux, etc. Donc quelque chose que les langages de modèles ont beaucoup plus de mal à percevoir, puisque effectivement c'est du non-verbal. Donc, voilà. D'accord. Et tu avais une question, Mathilus, Non, aussi, c'était plus une une remarque, remarque, une du coup. analyse. Super. Eh ben parfait. Merci beaucoup. En tout cas, merci Mathilus. Merci à tous. Laurent, merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci pour ton éclairage sur l'IA générative en ce moment. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au Bonne revoir, soirée. bonne soirée.